à l'auto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Ce matin, des francs-maçons apprendront des choses. Le public aussi saura bien les choses grâce à cette émission qui nous permettra de nous faire une idée de la franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti. C'est un livre de Grégory Sicard. Dans sa présentation, il nous dira si lui est un initié et qu'est-ce qui l'a poussé à écrire un livre sur la franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti. Quel était l'intérêt? Qu'est-ce que les gens doivent savoir? Mais il est là avec nous. Et dans sa présentation, il nous dira qui est-il exactement. Grégory Sicard, vous êtes à votre deuxième participation à la rubrique Le Point de Métropole. Je suis très content d'avoir aujourd'hui, une nouvelle fois, la possibilité de vous poser des questions. Bienvenue. Merci Wendell. Bonjour téléspectatrices et téléspectateurs. Merci pour l'accueil. Je me présente, je suis Grégory Sicard et je suis initié maître maçon et je suis là pour vous parler de mon livre « La franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti, oser faire le bien ». Ceci a retenu mon attention. La franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti, oser faire le bien. Je voudrais qu'on arrête un petit peu sur oser faire le bien, qui d'ailleurs est sur la page de couverture du livre. Oui. Est-ce que ça veut dire que les maçons osent faire le bien toujours, en tout temps, en tout lieu? C'est le deuxième titre du livre et c'est un des idéaux de la franc-maçonnerie, c'est de faire le bien. Déjà, notre devise est liberté, égalité, fraternité. Et donc, en toute fraternité, on doit oser faire le bien. Parfois, on se rend compte que ce n'est pas naturel, ça ne vient pas naturellement parfois chez l'être humain. Et parfois, il faut oser, il faut aller au-delà, il faut oser faire le bien. Envers l'humanité, envers ses frères, envers ses frères maçons, ou bien même envers les profanes? Envers ses frères, certainement, et envers toute l'humanité, parce que le but est de s'illuminer et d'illuminer ses frères et l'humanité. Ce n'est pas seulement les francs-maçons. C'est pour aussi l'avancement, le progrès de l'humanité, en toute fraternité. J'aimerais aussi répondre, tu m'as posé aussi la question à savoir pourquoi j'avais écrit ce livre. Eh bien, j'écrivais sur mes ancêtres et un livre sur la généalogie, ce qui est une de mes autres passions. Et j'étais tombé sur des ancêtres et finalement, en loge, on m'a demandé de préparer ce qu'on appelle des planches sur l'origine de la franc-maçonnerie en Haïti. Est-ce que ça vient de la colonie et tout ça? Et j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé ces mêmes ancêtres se retrouvaient dans les loges, dans la fondation du Grand Orient d'Haïti de 1824, dans la fondation des toutes premières loges après l'indépendance et tout ça. Et ces deux recherches se sont croisées et c'est comme ça que j'ai pu produire ce livre. En effet, on retrouve... Le Grand Orient d'Haïti, j'ai lu que c'est 20 ans après l'indépendance, non? C'est en 1824, sous Jean-Pierre Boyer. Oui, donc voilà. C'est ça, 1804, oui. 1824. Ça vous fait 20 ans? Oui, tout à fait. Sous l'Empire, les loges étaient interdites, donc elles se réunissaient en secret sous la protection de Pétion et de Geffrard dans le sud. Et quand Pétion est devenu président, les loges ont continué à prospérer, mais on dépendait du Grand Orient d'Angleterre. Mais les guerres avec Napoléon avaient repris. Donc, les bateaux passaient difficilement vers la France et l'Angleterre. Donc, les loges haïtiennes fonctionnaient très difficilement. Et à ce moment-là, Boyer et les francs-maçons ont décidé, fondons notre propre Grand Orient. Et c'est comme ça qu'on a eu le Grand Orient d'Haïti en 1824. Là, est-ce qu'on peut dire que
l'origine de la franc-maçonnerie haïtienne est plutôt anglaise ou française ou tout simplement européenne? La franc-maçonnerie, comme nous la connaissons aujourd'hui, émane de l'Angleterre et de l'Écosse, dès le début du XVIIIe siècle. Donc, ces maçons anglais et écossais ont simultanément répandu la franc-maçonnerie dans certains pays européens et simultanément dans leurs colonies, qui étaient les États-Unis, les colonies anglaises sur le continent américain, et simultanément à Saint-Domingue et dans les colonies françaises. Parce que la France, avec les Lumières, était très ouverte à la franc-maçonnerie. Déjà, tous les écrivains des Lumières en faisaient partie. Et c'est comme ça que ça a démarré à Saint-Domingue, avec des loges coloniales. Mais je vois qu'en ce qui concerne les États-Unis, on évoque souvent les Templiers. Oui, on peut, mais c'est... Alors que dans votre livre, vous parlez souvent des 33e. Oui. En guise de référence à Boyer et à d'autres présidents. Tout à fait. Pourquoi? Tout à fait. Parce qu'il l'était, donc il faut le reconnaître. La différence, c'est quoi? C'est-à-dire... La différence entre le 33e et les Templiers. Il y a des grades. On est d'abord apprenti, ensuite on est compagnon, ensuite on est... Votre grade? Vous avez dit maître. Et maître. Et ensuite, on monte et le 33e est le maximum. En effet, pour certains, ils retracent l'origine de la franc-maçonnerie à l'Égypte ancienne, et même avant, et même au-delà. Il y a eu le passage des Templiers dans cette région du monde, et qui ont été probablement initiés. Et on sait ce qui est advenu. Il y a eu cette guerre avec le roi de France, Philippe le Bel, qui s'est attaqué pour des raisons peut-être pécuniaires et d'autres raisons, pour d'influence aussi. Et il se serait replié vers l'Écosse, l'Angleterre et les États-Unis, et apparaît au début du XVIIIe siècle un autre type de maçonnerie, on va dire, qui ce sont des travaux sur des sujets ésotériques, philosophiques, peut-être symboliques, politiques, symboliques. Voilà. Si vous n'étiez pas maçon, est-ce que vous seriez toujours intéressé à faire des recherches sur la franc-maçonnerie? Probablement, parce que quand je faisais les recherches sur mes ancêtres, et quand j'ai réalisé qu'ils avaient fait partie, enfin les Taisans ont été les initiateurs avec Boyer et d'autres frères maçons à l'origine du Grand Orient d'Haïti, ça m'aurait très certainement intrigué. Et quand je vois aussi d'autres ancêtres qui ont fait partie de ces loges, Augustin Sicard, qui était dans le Nord, grand chambellan d'Henri Christophe, il y a eu aussi... Ça a retenu mon attention. Il est Sicard, il vient de rédiger un livre sur la franc-maçonnerie, et puis en lisant, j'ai découvert qu'il y a un Augustin Sicard. Tout à fait, tout à fait. Et c'est votre grand-parent C'est mon ancêtre, 7 générations. Sa famille est arrivée sous la colonie dans le Nord. Et il était donc propriétaire de plantation. Il était aussi dans l'armée. Quand il y a eu les émancipations dans l'armée, il se retrouve sous les ordres de Toussaint Louverture. Et je ne veux pas trop dire pour que le lecteur découvrira des petites anecdotes très intéressantes sur les relations très particulières entre la famille Sicard et Toussaint. Et après l'indépendance, c'est lui qui prend le fermage de la plantation Breda dans le Nord. Donc, il faut croire qu'il avait rendu de grands services pour pouvoir bénéficier d'une plantation de premier choix. Il se retrouve dans le Nord, donc dans le giron d'Henri Christophe, qui, quand il devient roi, il appelle des gens, des professionnels pour aider à la formation de ce royaume et de son gouvernement d'abord. Et c'est ainsi que Augustin Sicard se retrouve grand chambellan d'Henri Christophe. Et enfin, le grand chambellan, c'est la clé de voûte du royaume. Il s'occupe de tout. C'est pratiquement comme un secrétaire particulier. Pour les réceptions, comment ça se passe, pour la gestion de la maison royale, les employés, leurs différentes fonctions, l'agenda du monarque, la façon dont il doit s'habiller et se présenter. Et toute l'étiquette de la cour passe
par les grands chambellans. Alors, je dirais une mise en garde. Si on veut trouver des secrets de la franc-maçonnerie, apparemment, il y en a pas mal. On va pas les trouver dans le livre. C'est un livre d'histoire. Donc, je reprends l'histoire nationale à travers le prisme de la franc-maçonnerie. Et pour qu'on puisse voir, c'est pour ça qu'on revient encore au titre, Oser faire le bien, il y a eu tous ces maçons qui, par leurs actes, ont vraiment fait le bien. Ils ont osé faire le bien. Et on va voir les conséquences que ça a donné. Alors, beaucoup. Pour notre histoire. Une grande majorité de francs-maçons, mais voilà. Rochambeau était maçon. Voilà. Rochambeau est historiquement connu en Haïti pour ses barbaries, ses cruautés. Tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des regroupements humains. Et c'est une tranche de la société, donc on va retrouver les bons comme les méchants. Parfois, on se demande comment ils sont rentrés, mais bon, ils sont rentrés quand même en franc-maçonnerie et ils ont agi comme ils ont agi. Mais je fais aussi le parallèle, je montre qu'il y a eu Pierre Touvenot qui fait un coup d'État, c'est une histoire qui est très peu connue des Haïtiens et qui découvriront dans le livre. Pierre Touvenot, un général français, qui fait un coup d'État pour essayer de renverser Rochambeau quand ils se rendent compte que ça ne marche pas du tout et que le rétablissement de l'esclavage va droit dans le mur. Et il sollicite aussi le général Clausel. Et le coup d'État échoue parce qu'ils sont dénoncés, ils sont mis aux arrêts et envoyés en France. Et vous découvrez dans le livre le comportement de Napoléon par rapport à ça. Et ils ne sont pas punis. Ils sont même réintégrés quelque temps après dans l'armée de Napoléon. Et en reconnaissance, Pétion, chef d'État, et Henri-Christophe, chef d'État, quand le général Clausel a eu des soucis en France à la chute de Napoléon, c'est eux qui ont demandé que tous les capitaines, n'importe quel capitaine de navire qui sauverait le général Clausel et l'amènerait sur le continent américain, ce serait aux frais de leur gouvernement. Donc, pour montrer qu'il y avait quand même des relations et des intimités dans l'armée qui était l'armée française, qui, pour moi, c'est une grosse mutinerie de l'armée française qui aboutit à l'indépendance, ceux qui essaient de rétablir l'esclavage et ceux qui, certainement, pour l'empêcher, vont lutter pour l'indépendance. La franc-maçonnerie n'a joué aucun rôle dans la guerre de l'indépendance? Oh, très certainement. Dites-nous. Très certainement. Tous ces francs-maçons... Parce qu'on parle surtout du vaudou. Oui, je pense qu'il y a eu, vous parlez de la cérémonie du bois caïman. Oui, même si il y a un courant d'idées qui fait croire que ça n'avait rien à voir avec le vaudou, c'était tout simplement un congrès il y en a qui disent ça. Patriotique. Mais en ce qui concerne la franc-maçonnerie, dites-nous, qu'est-ce que vous en savez en termes de contribution des maçons c'est partout dans le livre. Pétion est quelqu'un qui, tout comme Napoléon, a préféré maintenir le mystère. C'est-à-dire, on ne peut pas affirmer qu'il l'a été, mais il y a tellement de signes, sa tolérance envers la franc-maçonnerie, même sous l'Empire de Dessalines. Et ensuite, il ne faut pas oublier que lors d'un des sièges de Port-au-Prince par Henri-Christophe, Pétion se réfugie dans une loge, la Réunion désirée à Port-au-Prince, et parce que les boulets de canon arrivaient dans la cour du palais. Et les frères sont venus le chercher pour lui dire vous ne pouvez pas rester là, on va vous protéger, venez dans un lieu sûr. On l'a mis là. Et Pétion savait très certainement que les frères le défendraient au péril de leur vie. Donc il y a tous ces petits indices, mais pour ces raisons à lui, il a préféré que ça reste secret. Et puis vous verrez tous ceux qui sont les cadres de l'administration de Pétion et de Boyer par la suite sont tous des frères. Et certains aussi qui étaient dans le Nord, quoique il n'y avait pas de loge dans le royaume du Nord, sous Henri-Christophe, mais il était entouré de francs-maçons, et je cite quelques-uns d'entre eux. Il y a Alexis Dupuis, Augustin Sicard, il y a Brézot, et donc... Qu'est-ce que tes recherches t'ont donné sur Dessalines? Il n'a jamais été maçon? Non.
il combattait la franc-maçonnerie. Et vous savez, on essaie de nous peindre un Dessalines, de nous fabriquer parfois un Dessalines qui n'a pas été le vrai Dessalines. Et quand on va dans les récits historiques, on découvre beaucoup de choses. Il redoutait les francs-maçons, tout comme il redoutait les Oungans, par crainte de complot. Et par contre, il sévissait contre eux. Mais il y avait une dame, grande quoi encore Oui, je parle de cette dame qui est, qu'on pensait, enfin, on dit qu'il y a beaucoup d'historiens disent que c'était sa tante, c'était le seul être vivant de sa famille. Et vous parlez de Mantoue. Oui, quelque chose de ce genre. Et Toya. Grande Toya. La grande Toya. Et oui, c'était sa tante et c'était quelqu'un qui lui donnait beaucoup de conseils. Mais Dessalines était, je dirais, plus versé vers la religion catholique, comme Toussaint Louverture d'ailleurs. Et jusqu'à présent, on ne sait pas trop pourquoi. C'est-à-dire pourquoi il a choisi d'être catholique plutôt que d'être Oungan, d'être maçon Bon, il ne faut pas oublier que c'est une religion unificatrice et puis bon, c'était automatique, hein, tout le monde était systématiquement baptisé depuis l'époque coloniale. Dès que les bateaux arrivaient avec les déportés d'Afrique, ils étaient systématiquement baptisés et on leur donnait un nom, un prénom qui venait de la Bible. Et puis, bien entendu... les envahisseurs leur donnaient la croix. Voilà. La croix et la Bible. Et eux, ils retrouvaient dans les saints catholiques pas mal de leurs lois et de leurs esprits, de leur religion d'origine. Et ils faisaient comme quoi un mélange des deux. Et voilà, c'était une question de survie pour tout le monde. Hein. J'ai découvert aussi une information plutôt curieuse, intéressante. Vous avez écrit, et je cite, « Sur les 48 présidents qu'on a eus en Haïti, jusqu'à récemment, on avait 34 maçons. » Oui. C'est ça? Tout à fait. C'est correct le chiffre? Tout à fait. Comment pourrait-on expliquer cela? Et puis, dites-nous, est-ce qu'il y a aussi une différence entre le maçon et le grand protecteur? Bon, en créant le Grand Orient d'Haïti en 1824, les francs-maçons ont décidé que le président de la République d'Haïti serait automatiquement le grand protecteur de l'ordre. Donc, c'est-à-dire, s'il est déjà franc-maçon, il est reçu en loge et on lui donne ce titre honorifique. Et s'il n'est pas franc-maçon, il est quand même invité et reçu, pas en tant que franc-maçon, mais dans une cérémonie spéciale, dans une tenue spéciale, et on lui attribue ce titre-là. J'ai toujours entendu dire ça. Quelqu'un comme Préval, est-ce qu'il était grand protecteur? Il était forcément grand protecteur, mais il n'était pas franc-maçon. Et il était reçu à la loge quand même? Je pense qu'il a dû être reçu pour avoir le titre de grand protecteur de l'ordre. Donc tous étaient oui, grand tous protecteurs. À un moment donné, ils ont un passage. Oui. Et ça continue? Vu le dysfonctionnement actuel de notre pays. J'imagine recevoir 9 présidents grands protecteurs aujourd'hui. Et puis, vous savez qu'il y a beaucoup de loges. Mais vous savez, vous voyez ce que nous faisons du pays. Hein? Tout est renversé aujourd'hui. Oui, il y a des loges qui n'existent plus. L'une des loges les plus célèbres dans le temps était l'Étoile d'Haïti numéro 5, fondée par mes ancêtres les Taisans, et dont mon père a été le vénérable jusqu'en 1957. Et cette loge n'existe plus. Elle a été saccagée et détruite par les gangs. Donc, dans des conditions pareilles, un petit peu tout est arrêté. Oui. Il y a beaucoup de loges qui ne fonctionnent plus. Et il y en a d'autres, il y a d'autres obédiences. Par exemple, la Grande Loge d'Haïti 1961, qui est une autre obédience, arrive elle-même à fonctionner. Mais je pense que le Grand Orient d'Haïti est pratiquement très dysfonctionnel. Bon, peut-être la crainte s'est un petit peu dissipée, la crainte qu'on avait pour les loges. Il y a quelqu'un qui me dit, une fois, on ne pouvait
pas cambrioler une église. On ne pouvait pas se rendre à des péristyles aussi pour les cambrioler. On les faisait à un moment donné. Ce qui restait, c'était les loges. Mais aujourd'hui, on n'arrête pas de cambrioler. Il ne reste plus rien en termes de crainte. Oui, tout est attaqué, même au niveau de l'État. Donc, on sait même que ces gens ont même tenté d'envahir le palais présidentiel, enfin ce qu'il en reste. Ouais. Donc, rien n'est vraiment respecté. Et je pense que c'est l'absence de la force publique. Puisque vous faites l'histoire, Grégory Sika, moi j'ai appris pas mal de choses. Je voudrais bien vous demander, est-ce que le livre est destiné à des maçons ou à des intellectuels ou à tout le monde? C'est un livre grand public. C'est l'histoire d'Haïti à travers le prisme de la franc-maçonnerie. C'est tout public. Ça peut intéresser des frères qui y trouveront certaines choses. Ça peut intéresser des gens passionnés d'histoire qui y trouveront quelque chose. Ça peut intéresser des étudiants qui découvriront des détails de l'histoire d'Haïti, parce que c'est dommage ce qu'on nous enseigne à l'école avec le petit résumé qu'a fait Dorsainville, qui est beaucoup basé sur Thomas Madiou, un autre grand historien haïtien, est très succinct. Et parfois, quand on le lit, on a l'impression de certaines choses, tout comme moi d'ailleurs. Par exemple, je cite rapidement un exemple, j'avais pensé que Bolivar était venu tout seul, alors que dans le livre, vous découvrirez que Bolivar non seulement était un franc-maçon, mais qu'il est arrivé pour prévenir Pétion de l'arrivée possible et prochaine de tous les gens qui évacuaient Carthagène. Donc ce sont des centaines d'Espagnols, enfin, qui vivaient dans le territoire qui est la Colombie et le Venezuela, qui ont évacué Carthagène pour se rendre en Haïti. Ce sont des centaines sur des dizaines de bateaux. Ils sont arrivés aux Cayes et ça a été autre chose. Et c'est un détail, par exemple, que je pense qui est très intéressant à découvrir et qui montre une certaine fraternité. Les loges d'obédience Grand Orient d'Haïti ne reçoivent pas de femmes. Oui, le Grand Orient d'Haïti est strictement masculin. Par contre, la Grande Loge d'Haïti? La Grande Loge d'Haïti 1961 est mixte. Est mixte. Oui. Donc, et il y a, à part les femmes qui sont donc reçues à cette loge, est-ce qu'il y a une différence au niveau du rituel, tout ça? Par rapport aux femmes? Non. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est non, la même chose? Le même rituel initiatique? Vous avez des tenues mixtes. Et moi, j'ai été initié avec des femmes. On a fait le même parcours. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas eu de différence. Alors, j'aime bien ça. Vous dites parcours. Vous avez fait le même parcours avec les femmes. Mais quand j'entends des maçons s'exprimer, ils parlent de préférence de voyage. Pourquoi? Oui, bon, c'est une question d'interprétation. Quelqu'un peut y voir que c'est le voyage initiatique ou le parcours initiatique. En effet, on vous fait voyager. J'ai aussi envie de vous demander, avant ça, avant la Grande Loge de 1961, la Grande Loge d'Haïti, il n'y avait aucune femme. Non, On n'acceptait pas les femmes. Est-ce que vous en savez les raisons? Bon, vous savez, c'est une raison sociale, c'est-à-dire c'est planétaire. Les femmes, les grands mouvements d'émancipation des femmes ont commencé surtout après la Seconde Guerre mondiale, où les femmes ont voulu s'affirmer, avoir leurs droits civils et politiques dans les pays où elles ne l'avaient pas encore, et elles ont commencé leur mouvement. Et simultanément à tout ça, les femmes ont voulu participer à tout ce qui concerne la vie sociale, y compris les loges. Donc il y a des femmes... Est-ce qu'il y a un rapport entre la loge de Philadelphie, qui accepte aussi des femmes, et la Grande Loge d'Haïti de 1961? Je ne sais pas. Vous n'avez pas fait de recherche là-dessus? Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est arrivé... les femmes avaient l'habitude d'accompagner leur mari et faisaient l'antichambre. Et elles se sont dit, mais pourquoi on ne discuterait pas entre nous des mêmes sujets et des mêmes choses et des mêmes mystères? Et puis voilà, ça a démarré avec, je pense, les filles d'Isis. J'essaie de retrouver la date exacte.
Ah, mais pour les filles d'Isis, c'était les épouses de maçons, ou bien de maîtres maçons, ou bien de vénérables? C'était les épouses de maçons qui En participaient, général. tout grade confondu, qui participaient aux tenues. Et bien sûr, elles ont amené d'autres personnes. Donc, oui, en effet, c'est en 1961. Donc, j'ai la date exacte. C'est en Voilà. 1961. Et elles ont fonctionné au sein de la loge Le Mont-Liban, numéro 22. Observons la pause et on revient pour d'autres questions, des questions que les auditeurs auraient bien aimé pouvoir vous poser. Grégory Sicard, nous sommes contents des échanges qu'on est en train de faire ce matin, puisque c'est la franc-maçonnerie qui est à l'honneur, je dirais, à travers ce livre, La franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti. Osez faire le bien. Merci. Merci, Manuel. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Grégory Sicard est l'invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Paloto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec Grégory Sicard autour de son livre qui sera très bientôt en vente signature, La franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti. Là maintenant, à la deuxième partie de l'émission, je voudrais passer à une phase plus ou moins pratique du maçon. Ma question est la suivante. Il y a des perceptions. Il y a une perception ou des perceptions d'un initié. Même si on ne le dit pas souvent, on parle souvent d'un maçon. Il est maçon. Il a plein de pouvoirs, ce gars, et il peut faire des choses, des miracles. À votre avis, selon vos recherches, que vaut un maçon, un franc-maçon? Ou autrement dit, si vous le préférez, que représente un franc-maçon dans la société? Je vais essayer de répondre à cette question qui est très pertinente. N'oubliez pas que je suis seulement maître. Donc, je suis en train de poursuivre mes recherches et mes connaissances, approfondir mes connaissances sur le sujet. Très certainement, il y a Vous dites que vous êtes seulement maître. Je ne suis pas encore... Ça veut dire être maître, ce n'est pas un niveau élevé, mais avancé? Comparé à un 33e, c'est ce que je voulais dire. Ah, je comprends. Non, vous avez dit que c'est le dernier grade. En toute humilité. Ok, je comprends. Un franc-maçon. C'est vrai que dans la société haïtienne, il y a cette perception-là. Mais c'est un petit peu passé à côté de tout l'aspect philosophique, de recherche sur soi, de recherche sur des sujets qui peuvent améliorer le sort de l'humanité tout entière. C'est passé à côté de tout ça, toutes ces recherches sur toutes sortes de sujets, que ce soit religieux, ésotériques, philosophiques, etc. Donc, voilà. Bon, il peut s'avérer que certains frères ont des dons naturels de magnétisme ou d'autres et qu'ils font partie d'une loge. L'un n'exclut pas l'autre. Il y a aussi des vaudouisants qui connaissent bien les plantes et tout ça, qui sont initiés dans des loges aussi. Donc, voilà tout ce que je peux dire. À votre avis, Grégory, on peut être onguent et maçon et vénérable, par exemple? Mais très certainement, puisqu'on admet tout le monde, peu importe votre religion ou peu importe votre croyance. Et pour aller encore plus loin, certaines obédiences comme le Grand Orient de France, on peut ne croire en rien du tout. Bon, ça dépend. Par exemple, le Grand Orient d'Haïti demande tout de même une croyance au grand architecte de l'univers. Il est nommé comme tel. Mais il y a d'autres obédiences qui ne demandent rien du tout. On peut être musulman, on peut être juif, on peut être catholique, vaudouisant, et il n'y a aucune restriction. Un comportement, c'est pas nécessaire d'avoir un certain comportement? Bien sûr, il y a des enquêtes qui sont faites pour avoir un caractère, un certain caractère. On évite de prendre des gens qui ont été incriminés dans des problèmes de justice ou qui ont été d'anciens repris de justice et tout ça. On évite tout ça et dans les enquêtes. Un bandit maçon ou un maçon bandit?
Ça existe. S'il n'était pas bandit avant, c'est possible qu'il soit déjà dans une loge, mais s'il le devient, il est automatiquement expulsé, ou devrait l'être. Comment vous vous retrouverez, par exemple, qu'est-ce que vous éprouveriez comme sentiment de vous voir, comment on les appelle? Comment on appelle ça encore? Sous les colonnes? Oui. Bien dit? Oui, tout à fait. Avec un frère criminel, un frère bandit? Eh bien, je pense que si on s'en rendrait compte, il faudrait tout de suite que les frères sollicitent un conseil spécial et ce frère devait être expulsé. OK. Maintenant, à bien comprendre vos propos, il semble qu'on n'a pas véritablement de pouvoir quand on est maçon. À moins que... Ou encore, il n'y a pas de pouvoir qui découle directement de l'initiation maçonnique. Pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi sous le fallacieux prétexte d'être maçon. Bon, il y a des gens qui peuvent prétendre à toutes sortes de choses. Mais il n'y a pas une école de formation où l'on vous dit « OK, on va vous apprendre à disparaître, on va vous apprendre... » Oh, ah non, pas du tout. Non, je vous pose la question, tout simplement. On n'en est pas. Parce que là, on est au niveau de la perception. Parce qu'il y a des maçons, effectivement, qui veulent faire croire qu'ils ont des pouvoirs, qu'ils ont des dons et autres. Nous ne sommes pas des Harry Potter. Nous ne sommes pas des Harry Potter. Pas du tout. Vous savez pourquoi je vous pose la question? C'est parce que, d'ailleurs, ce n'est pas courant de rencontrer un vrai maçon qui vous dira toute la vérité. Si on lui dit qu'il a des pouvoirs, il ne va pas dire non, c'est pas vrai. Oui. Il préfère entretenir le mystère. Il préfère entretenir le mystère. Et puis, c'est peut-être par rapport, pour avoir un certain respect. Et vous savez, ce qu'on ne connaît pas, on le craint et on le respecte. Et c'est peut-être des gens qui veulent avoir ce paravent dans la société. Mais là où j'en suis, non. Donc, mon expérience avec les autres frères que j'ai côtoyés, on n'a jamais utilisé ce paravent. Donc, si on vous jette un sort, par exemple, si vous n'êtes pas atteint, ce n'est pas parce que vous êtes maçon, c'est parce que vous êtes protégé par je ne sais quoi, par le grand architecte de l'univers, pour reprendre vos propos, où on est protégé parce qu'on a des esprits qui vous accompagnent. Probablement. Si je dis des bêtises... non, probablement. Je pense que... N'hésitez pas à me corriger. Non, moi je crois que tout le monde bénéficie d'une certaine protection, du grand architecte, de ses ancêtres, des saints. Je pense que je suis catholique croyant, donc je pense que certainement on bénéficie de ça. Et puis, il ne faut pas oublier que pour faire du mal à quelqu'un, il faut être très proche de cette personne. Et je ne crois pas qu'on puisse faire du tort à distance, mais je pense que quand on est très proche de quelqu'un, l'usage de petits poisons ou de petites choses peut avoir lieu. Mais je crois plus en la chimie qu'en quelque chose de magique. OK. Il y a un auditeur qui vous demande est-ce que vous avez des preuves sur ce que vous avez dit sur Dessalines? Oui, il y a plusieurs historiens qui confortent cette histoire. Je vais vous dire, tout ce que j'ai écrit, je l'ai passé au peigne fin d'au moins 2 ou 3 historiens haïtiens, des grands historiens respectés. Il y a Beaubois-Andouin et Thomas Madiou. Beaubois-Andouin a vécu tous ces événements. Il était là, il a été témoin. Et parfois, il contredit même Madiou pour dire non, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, j'étais là, voilà ce qui s'est passé. Donc, ce sont des faits connus. Il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé aussi au début du XXe siècle, Dessalines a été récupéré par un mouvement qu'on appelle le mouvement noiriste, et ils ont voulu fabriquer un Dessalines sur mesure et qui a conduit beaucoup de gens en erreur. Je référerai tous mes auteurs à la préface de mon livre, vous vous permettez? L'avenir des peuples dépend souvent de la manière dont leur présente leur passé. S'ils portent un faux jugement sur les faits de leurs annales, sur les préceptes qui ont guidé leurs devanciers, leurs hommes politiques, ils subissent, malgré eux,
l'influence de cette erreur et ils sont exposés à dévier de la route qu'ils doivent suivre pour arriver à leur prospérité, à leur civilisation. C'est par ces considérations que l'histoire est si utile, si instructive, car elle est remplie d'enseignements précieux. Mais l'histoire ne doit pas être un simple récit des événements. Son objet doit être d'indiquer ce qu'il y a de louable ou de condamnable dans ses actions. C'est par là qu'elle encourage les hommes à faire le bien et qu'elle les détourne du mal. Alexis Beaubouin-Hadouin, c'est ça? Tout à fait. Et j'ai une partie aussi où je reprends un petit peu les mêmes idées dans la vie au lecteur et les lecteurs pourront découvrir tout ça. OK. Et, que se passerait-il si un leader chrétien évangélique refusait le titre honorifique de grand protecteur pour des raisons de foi, par exemple? C'est son droit. C'est son droit. Il peut le refuser. Il peut ne pas l'accepter? Il peut vous savez, un chef d'État a ce droit. Il y a un auditeur qui vous fait dire que vous avez ignoré le côté mystique et ésotérique de la franc-maçonnerie. Je m'apprêtais à vous poser une question. Par exemple, et les cérémonies mystiques, les interpellations, les cercles kabbalistiques, vous en faites, non? Dans ma pratique de la franc-maçonnerie à travers des loges du Grand Orient de France, on n'en fait pas. Ça n'existe pas. Ça ne fait pas partie d'aucun rituel et ça ne fait pas partie de cette franc-maçonnerie-là. Bien sûr, il y a des loges qui sont libres de faire rentrer d'autres choses, mais ça dépend peut-être de ces obédiences-là. Mais je peux vous dire, dans certaines obédiences, ça n'existe pas. Mm-hmm. Et tout comme aussi, je profite pour dire, il faut faire une grande différence. Assez souvent, on nous colle le label d'Illuminati. Ça n'a rien à voir. Les Illuminati, c'est une chose, et la franc-maçonnerie en est une autre. Une auditrice, et je me rappelle, alors je lis, je me rappelle qu'un parent franc-maçon m'avait dit, ne rentre jamais dans la franc-maçonnerie parce qu'au début, on t'admet et c'est beau, mais arrivé à un certain degré, tu vas voir de quoi il s'agit. Étant donné que tu as les secrets, que tu ne peux plus faire marche arrière. C'est vrai, ça? C'est archi faux. Ce n'est pas une secte. On souhaite rentrer, on passe une enquête, on passe des initiations et on est admis. Et on est libre de partir quand on veut. Il n'y a aucune restriction. Oui, mais j'ai toujours entendu dire qu'on est maçon pour la vie, non? Bon, on souhaite que celui qui est parti ne va pas divulguer certains secrets. Mais l'être humain, quand même, a toujours le libre arbitre. Si votre femme, qui n'est pas maçon, exige que vous partagiez avec elle le secret? Bon, il y a certaines choses qu'on peut partager, il y a certaines choses qu'on ne peut pas partager. Au contraire, peut-être je l'inviterai peut-être à rejoindre une loge, puisqu'il y a des loges mixtes, et pour découvrir par elle-même ce qui sera encore mieux. Que d'avoir une information de deuxième main. Vous êtes en mesure de nous dire exactement est-ce que la franc-maçonnerie et le vaudou sont liés? Non, le vaudou est une religion à part entière. Et la franc-maçonnerie, bon, c'est autre chose. C'est un regroupement humain, humaniste, liberté, égalité, fraternité, l'avancement de l'humanité. Bien sûr, la franc-maçonnerie rejoint beaucoup d'autres religions, comme faire le bien, oser faire le bien, le partage, la fraternité. Donc on rejoint beaucoup de religions sur ces grandes idées-là, mais ces deux domaines, enfin, c'est une religion et nous, c'est autre chose. On me pose une question, on m'envoie une question là sur Martelly. Martelly était maçon? Oui. Oui, je crois avoir lu ça dans le livre.
Oui, 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 oui. Oui. Il est cité parmi les chefs d'État qu'il était. Grand protecteur ou bien initié Il était franc-maçon et il a été grand protecteur de l'ordre. Grand protecteur de l'ordre, ok. Et on présente aussi la franc-maçonnerie comme étant un rassemblement d'hommes d'élite, de faits intellectuels, de riches et des hommes qui aspirent à devenir, à monter, à arriver au pouvoir, par exemple. Oui, ça a commencé comme ça. C'était très élitiste. C'était Voltaire, c'était la grande noblesse française. À Saint-Domingue, c'était les planteurs. Et bien sûr, les choses ont commencé à évoluer. Les loges ont commencé à admettre toutes sortes de personnes, des intellectuels, il n'y a pas vraiment de restrictions. On peut voir déjà à la réunion désirée à Port-au-Prince, après l'abolition de l'esclavage, on verra un tableau de loge dont je publie une des photos. On verra, il y a Paul Louverture, il y a Sabourin, etc. Tous les futurs cadres de l'administration haïtienne. Donc il n'y a pas vraiment de restrictions et c'est un endroit où on rencontre la société dans son entièreté. Ce qui est bien, donc ce n'est pas réservé aux riches, ce n'est pas réservé à l'élite intellectuelle nullement. Tout le monde est admis, tout le monde est accepté, et c'est ce qui fait la beauté de cette fraternité. Un président maçon ne va pas-il nommer que des maçons, non? Beaucoup de maçons, frères? Nullement. Bon, c'est son choix, mais bon. Mais il n'est pas tenu. Je ne pense pas, parce que assez souvent, j'ai cité l'exemple de nos guerres civiles fratricides entre francs-maçons. Vous avez eu le Parti libéral et le Parti national, avec des francs-maçons des deux bords, et qui se sont entre-déchirés. C'est pas pour vous dire donc, que tout est beau dans le meilleur des mondes et que les francs-maçons s'entendent tous. Nullement. Il y a beaucoup de rivalités. Ouais, ceci a retenu mon attention aussi, surtout dans un livre où l'on parle de oser faire le bien, alors qu'il y a eu des guerres fratricides. C'est l'être humain. C'est l'être humain, mais on est obligé de... C'est comme quand vous entrez dans certaines religions où il y a des gens qui déforment cette religion et qui en font un petit peu ce qu'ils veulent ou qui disent un peu tout et n'importe quoi. Eh bien, c'est la même chose. Vous avez des gens qui vont dans un côté obscur et qui font certaines choses. Mais il faut rester au niveau des idéaux. Comme la religion catholique a des idéaux, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tout ça. Et nous, c'est la même chose. Mais bon... c'est pour le perfectionnement, l'élévation de l'être humain à un certain idéal. On va s'arrêter à ça. Parce que justement, j'allais vous demander pourquoi est-ce que des maçons ne se réunissent pas pour tenter de contribuer à la recherche de solutions à la crise. Mais ils le font déjà. Oui, mais quel résultat? Pour quel résultat? Ils le font déjà. N'oubliez pas que j'étais déjà venu ici avec le manifeste L'Appel du Lambi. Et très certainement... Où est-ce que l'on en est avec cet appel? On a fait pas mal de contacts avec d'autres associations socio-professionnelles, de la société civile, une chambre de commerce et tout ça. Mais vous savez... jusqu'où peut-on aller? Et des gens vous diront que vu l'état de pourrissement de la situation, c'est vraiment fait couper fait, je veux dire. Notre groupe comptait beaucoup sur ce qu'on appelait la conférence nationale, qui malheureusement a été un échec total à tous les points de vue. Donc beaucoup de déceptions de ce côté-là, où on n'a pas pu avoir tout ce côté, toutes ces associations de la société civile prendre parti et essayer de faire avancer les choses ou de déboucher sur quelque chose de mieux. Faut-il encore y penser? Certainement, personne n'est découragé. 20 fois sur le métier. Remettez votre ouvrage. Mais c'est toujours avec les mêmes têtes, les mêmes personnes, les mêmes acteurs, je veux dire. Moi, je parlais des acteurs de la société civile qui sont impliqués et qui souhaiteraient changer les choses pour le mieux. Oui, bien sûr. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc là, vous parliez de conférence nationale, vous exprimez votre déception, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de préconiser
la création d'une nouvelle classe politique, d'autres éléments de la société civile, par exemple? Oui, on voit plein de petites lumières, comme disait Bush, un peu partout. Il y a eu ce congrès patriotique au début de l'été où j'avais participé en tant que membre de la diaspora et j'avais présenté le manifeste et certaines idées que nous avions sur l'aspect sécuritaire. On voit plein d'associations socio-professionnelles aussi et de groupes. Vous avez les symposiums aussi, Symposium du Grand Sud que je vais citer comme exemple ou d'autres, on va tous dans le même sens et on souhaite tous un changement, une transition probablement autrement où on puisse arriver à changer la donne, arriver à un pays où tout le monde puisse vivre dans la paix. Et bien sûr, je pense que ces mouvements vont continuer et continueront toujours pour essayer de faire évoluer les choses dans la bonne direction. Il y a combien d'obédiences, il y a combien de loges en Haïti? En Haïti, il y en a à peu près 182, 183. Obédiences ou loges? Loges. Il y a plusieurs obédiences. Bon, les deux plus grandes, je dirais, sont le Grand Orient d'Haïti et la Grande Loge d'Haïti, 1961. Et bon, il y a une multitude d'autres obédiences. Et à l'intérieur de ces obédiences, vous avez ce qu'on appelle les loges, qui sont, pour ainsi dire, des temples où on se réunit et où on discute. Voilà. Et où on suit un certain rituel aussi. Oui, chaque loge a son propre rituel? Non, chaque obédience a son propre rituel. Le rituel de la Grande Loge d'Haïti est différent de celui de... Oui, il y a le rite écossais. Il y a le rite écossais, il y a le rite français, il y a le rite égyptien. Il y en a beaucoup apparemment. Il y en a plusieurs. Je crois avoir lu aussi le rite d'York. Voilà. C'est ça, non? Voilà, de la Constitution d'York. Comme je vous l'ai dit, si j'ai dit des bêtises, il ne faut pas hésiter à me corriger. Non, pas du tout. On va finir avec l'émission de ce matin, Grégory Sicard. Je sais que vous avez, si je ne m'abuse, vous avez organisé des ventes signatures à l'étranger. Oui. Comment a été l'accueil? Oh, l'accueil est très favorable et j'ai pu déceler un engouement, surtout pour des jeunes, de rentrer en loge. Ah ouais? Oui, beaucoup de gens me questionnent comment les orienter. Et bon, j'ai pu les orienter sur des loges à Paris et en Floride aussi. Et je n'ai pas pu vraiment les orienter en Floride, mais il y a un engouement. Et quand les gens voient quelqu'un qui, comme moi, arrive et se dévoile et casse ce mythe, ce secret où on nous attribue toutes sortes de choses farfelues, et ils voient que je suis là et que je l'explique. On dit aussi, on ne vous a pas demandé si vous avez des pouvoirs? Oui. Et votre réponse, c'était que oui, j'en ai. Absolument pas. Vous n'en avez pas. Je suis un être humain comme les autres. Et là, vous êtes sincère? Sincère. OK. Donc, je peux annoncer les ventes signatures. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, on a prévu à Port-au-Prince pour le samedi 22 novembre, de 13h à 18h à Ayoli et à Pétionville. Et il y a d'autres ventes signatures qui sont en train d'être organisées. Je prévois aussi d'être dans les librairies Astérix, La Pléiade et Imagine de Deschamps. Ce sera la semaine qui suit le 24, entre le 24 et le 25. Donc, chaque jour, je serai dans une de ces librairies. Ça va être déterminé. Et probablement, on va prévoir aussi d'autres ventes signatures le vendredi 21 et le dimanche 23. Mais à partir de demain, je pense que Métropole aura ces informations et pourra les partager. Vous voulez bien donner, vous voulez même partager un contact avec le public, un numéro de téléphone par exemple? Oui, on peut aller sur mon site internet, c'est gregorysicard.com, donc GREGORYSICARD.com en un seul mot. Et là, on peut me contacter, on peut m'écrire et on peut lire un synopsis de la franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti. On peut voir toutes mes publications et toutes mes interventions sur le net depuis ces 3 dernières années. Il y a un auditeur qui vous dit mon maçon sao n'avait pas de cachotier comme ça. Il charge avec secret et il dit tout que même si monde qui est dans premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, pas gagner dans main yo, mais là il veut plus gagner dans main. C'est ce qu'on dit. Eh bien, j'inviterai ce frère à nous rejoindre
et de faire cette expérience lui-même et de découvrir par lui-même. Voilà. Mais est-ce que le livre n'est pas sur Amazon? Pas encore. Pas encore. Ce sera par la suite. Ah, OK. Pour le moment, on se concentre sur les ventes signatures, faire la promotion comme ça. Et à part la suite, ce sera sur Amazon. Le livre sera aussi en anglais à partir du mois de décembre. Il y aura une version anglaise. Et on peut aussi l'acheter en ligne sur mon site Internet. Mais bon, en ligne, à Port-au-Prince, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc on doit partir. Les librairies. Je pars avec regret parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de cette femme première dame 2 fois pour 2 présidents. C'est Marie-Madeleine. Oui, Marie-Madeleine Lachenay, appelée Joute. Oui, une femme assez exceptionnelle qui est mentionnée dans le livre en tant que compagne de Pétion et de Boyer, 33e. Merci encore une fois, Grégory, et puis bonne chance pour la vente signature. Merci, Wendell. Les ventes signatures, tout à fait. Merci Wendell, ça a été un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec les téléspectatrices et téléspectateurs de Métropole. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Grégory Sicard, c'était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée avec nous. Et Lisa Loto.